Une nouvelle édition de l'information sur EZAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Le ministre de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, a eu une séance de travail ce mardi 3 mars avec les préfets et les maires des communes prévues pour accueillir le Pipeline Niger Sport ce jour à l'Infosec de Cotonou pour rappeler aux uns et aux autres leur rôle dans la réussite du projet. À suivre dans un instant. Le Fonds national pour le développement agricole FNDA a procédé dans la matinée de ce mardi 3 mars à un atelier de mobilisation du financement de la filière riz au Bénin. À cet effet, Valère Roussou, le directeur du fonds, n'a pas manqué dans son discours de rappeler la jeunesse de l'initiative et aussi les attentes pour l'année 2020. EZAE Football Club est allé faire hier à Missérété un match nul d'un but partout contre Dragon en clôture de la 17e journée de la Vitalor Ligue 1. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. Le ministre de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, a eu une séance de travail ce 3 mars avec les préfets et les maires des communes prévues pour accueillir le Pipeline Niger Sport ce jour à l'Infosec de Cotonou. En présence des responsables en charge des structures béninoises sollicitées et des représentants de l'entreprise chinoise chargée de l'exécution des travaux, le ministre Seydou Adambi a rappelé aux uns et aux autres leur rôle dans la réussite du projet. Il les a invités à se mettre à l'œuvre dès à présent pour la bonne avancée des travaux. Suivez-le, il est au micro de Carles Kitomi. D'une longueur d'environ 2000 km, dont 675 sur la section béninoise, le pipeline traversera les départements de l'Ouémé, du Plateau, des Collines, du Borgou et de l'Albori, 17 communes dont Semenkogi qui accueille la station terminale et Tchaourou et Gorgounou où seront construites les 2 stations de pompage prévues sur le tronçon béninois du pipeline. Pour un coût global estimé à 608 milliards de francs CFA, le projet est entièrement privé et sera financé par la société WAPCO. Sur le plan financier, le projet va générer d'importantes ressources pour l'économie nationale à titre de droits de transit et d'impôts. Sur le plan social, environ 2500 emplois durant la phase de construction prévue pour durer 2 ans et environ 300 emplois permanents durant la phase d'exploitation seront créés. Pour l'entrée en vigueur de l'AGH, l'accord de gouvernement hôte, plusieurs conditions suspensives incombent à l'État béninois. Il s'agit, entre autres, de la ratification de l'accord bilatéral par le Bénin et l'échange avec le Niger des instruments de ratification et l'adoption, la promulgation et la publication au journal officiel de l'État béninois de la loi de projet du projet de pipeline d'exploitation Niger-Bénin. Ces 2 conditions sont déjà satisfaites grâce au vote de la loi portant ratification de l'accord bilatéral par l'Assemblée nationale le 7 novembre 2019 et de la loi portant régime juridique, fiscal et douanier applicable au projet de pipeline d'exportation Niger-Bénin le 30 janvier 2020. Dans le cadre de la levée de la 2e condition suspensive, un groupe de travail a été chargé, sous l'autorité du ministre de l'Eau et des Mines, d'élaborer l'avant-projet de la loi de projet relatif au projet de pipeline d'exportation Niger-Bénin. Conformément à l'AGH, l'État béninois s'est engagé à prendre toutes les mesures conformément au droit béninois afin de s'assurer que les terrains nécessaires au projet et les autres terrains nécessaires au système de transport béninois seront libres de tout droit de tiers et prendre toutes les dispositions nécessaires conformes au droit béninois afin d'accorder à la société de projet Bénin tous les droits nécessaires à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du système de transport béninois et de toutes les installations auxiliaires sur ces terrains conformément aux conditions prévues par le droit béninois. C'est à ce titre que la loi de projet a déclaré d'utilité publique les terrains détenus à titre de propriété privée, y compris les terrains faisant l'objet de droits coutumiers, compris dans le périmètre des terrains nécessaires au projet, et définit les procédures particulières devant gouverner leur expropriation. Mesdames et messieurs, durant cette journée de travail, l'objectif principal sera de vous donner un aperçu sur le projet de Pipeline Export Niger-Bénin et sur le contenu de la loi de projet. Un accent particulier sera mis sur votre implication et votre rôle dans la réussite du projet, notamment dans la procédure d'expropriation des terrains nécessaires au projet,
mais aussi dans la mise à disposition des terrains à titre temporaire pour les aires de stockage et de base de vie durant les travaux de construction du pipeline. Le 23 février 2020, un premier navire transportant près de 17 000 tonnes de tuyaux, matériaux, matériel et équipements destinés au projet a accosté au port de Cotonou. Les opérations de déchargement sont en cours et il est devenu urgent de procéder dans les meilleurs délais à leur acheminement sur les sites de stockage prévus à cet effet pour éviter un engorgement dans l'enceinte portuaire. Le Fonds national pour le développement agricole FNDA a procédé dans la matinée de ce mardi 3 mars à un atelier de mobilisation du financement de la filière riz au Bénin. À cet effet, Valère Roussou, le directeur du fonds, n'a pas manqué dans son discours de rappeler la genèse de l'initiative et aussi les attentes pour l'année 2020. C'était dans une des salles de conférence de Novotel Bénin. Suivons-le, il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole en cette occasion qui consacre un pas significatif vers le renouveau de la filière riz au Bénin. Je voudrais, à l'entame de mes propos, exprimer toute ma gratitude pour votre présence à cette importante rencontre où nous allons discuter de la filière riz et surtout de son financement. En effet, le riz, comme vous le savez, est l'une des filières à forte valeur ajoutée, ciblée par le programme d'action du gouvernement après le coton, l'anacarde, l'ananas, le manioc et le maïs. Cette filière, le riz, est dotée d'un programme national de développement sur la période 2018-2021 adopté par le gouvernement. Et les statistiques nous indiquent que les importations de riz pour le Bénin sont évaluées à près de 500 milliards au cours de l'exercice 2018. Dans un contexte où le Nigeria, le 20 août 2019, a fermé ses frontières pour interdire la réexportation par ses voisins du riz importé sur son territoire. Que faisons-nous? Que pouvons-nous faire dans ces conditions? La réponse du gouvernement à cette situation est de substituer le riz importé à destination du Nigeria au riz localement produit au Bénin à travers le programme d'urgence d'accélération de la production du riz, programme qui nous conduira d'ici à 3 ans, c'est-à-dire précisément en 2022, à une production de 1 million de tonnes de riz parti. C'est donc une opportunité d'affaires pour tous les acteurs de la chaîne filière au Bénin. Mesdames, Messieurs les responsables des banques et institutions financières et ses investisseurs, un adage dit, je cite, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le poisson, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tout le monde. Fin de citation. C'est le sens qu'il convient de donner à ce rendez-vous qui nous réunit ici ce matin, où le FNDA voudrait vous inviter à prendre votre part de marché dans cette nouvelle dynamique de la filière riz au Bénin. En tant qu'instrument de facilitation de promotion d'investissement privé dans le secteur agricole, le Fonds national de développement agricole, en liaison avec les agents territoriaux de développement, vous fera émerger des projets structurants et bancaires. Mais ici et maintenant, vous découvrirez des projets portés par différents maillons de la chaîne.
Toujours dans le cadre de la journée de mobilisation du financement de la filière riz au Bénin, Bonaventure Kouakanou, directeur du cabinet du ministère de l'Agriculture et représentant du ministre, a profité de sa prise de parole pour donner quelques statistiques de la campagne antérieure et exhorte les différentes parties à redoubler d'efforts pour cette année qui commence. Suivez plutôt. Pour la création de conditions propices au développement des filières agricoles dans notre pays. Elle marque également à mes yeux une adhésion au thème qui nous rassemble ce matin, à savoir la mobilisation pour le financement de la filière au Bénin. Distingués invités, mesdames et messieurs, au Bénin, entre 2010 et 2018, la consommation annuelle en riz usiné est passée de 395 000 tonnes à 512 000 tonnes pour une production correspondante ayant évolué de 81 000 à 244 000 tonnes pour la même période. Il s'en dégage un déficit moyen annuel de l'ordre de 288 000 tonnes là. Comme vous le savez, ce déficit est comblé par les importations qui ne sont pas seulement destinées au marché national béninois, mais principalement pour la réexportation vers les pays de la sous-région, dont principalement le Nigeria et dans une moindre mesure le Niger. Pour l'année 2018, le DGFND l'a rappelé tout à l'heure, vous avez vu la valeur des importations qui ont coûté près de 500 milliards au Bénin. En somme, c'est une opportunité de revenus pour les agriculteurs et les acteurs de la chaîne de valeur ajoutée riz au Bénin, quand on sait que le potentiel des terres utilisées cultivables, évalué à environ 315 000 hectares, n'est exploité actuellement qu'à 21%. C'est-à-dire que nous avons encore de belles opportunités pour booster la filière riz dans notre pays. Mesdames et messieurs, malgré les résultats probants suite aux efforts consentis ces 3 dernières années dans la filière riz au Bénin, faisant passer la production de 281 408 tonnes en 2016 à 314 000 tonnes en 2018, soit un accroissement de 25%, beaucoup reste à faire pour satisfaire à la fois les besoins de consommation locale et ceux des pays voisins. À présent, la page sport. Eusaïe Football Club est allé faire hier à Misérité un match nul d'un but partout contre Dragon en clôture de la 17e journée de la Vital Ligue 1. Mené 1-0 peu après l'heure de jeu, les universitaires ont égalisé dans les ultimes secondes du temps additionnel sur penalty grâce à Massim Kokmon. N'ayant pas apprécié cette dernière décision arbitrale, les supporters des Oranges et Noirs se sont rués sur les officiels du match au coup de sifflet final. Suivez le résumé du match.
L'entraîneur de ESAE-FC, Richard Bio, a débriefé la prestation de ses poulains qui ont terminé la partie à 10 après la sortie sur blessure de Christian Legbe. On a toujours arraché dans la douleur, oui, parce que à un moment donné, il fallait aller chercher cette égalisation puisque nous avons été victimes d'un faux but fabriqué d'un arbitre venu de nulle part. Alors il fallait revenir au score. Et il fallait, comme on le dit, lâcher les chevaux et aller chercher cette égalisation, ce qui a été fait. C'est après le but, après qu'on ait encaissé le but, on a senti une équipe qui en voulait, qui allait chercher l'égalisation. En seconde partie, l'adversaire n'a plus voulu jouer. L'adversaire tombait, passait son temps, celui-là tombe, un autre par là, ainsi de suite, l'adversaire ne jouait plus. Vous savez, je ne vais plus le répéter, aujourd'hui, on est obligé, nous sommes déjà engagés dans la compétition, on est obligé de subir. Donc vous voyez, les joueurs n'arrivent plus à faire 90 minutes parce que les organismes sont vraiment touchés. Donc on sera obligé de faire avec. Comme vous l'avez fait, c'est une très bonne remarque. Nous ne finissons jamais nos matchs à 11 parce que pour des blessures, mais que voulez-vous, ça fait partie du football. On doit continuer dans ce sens. En basketball, le choc de la 4e journée de la Super League a été remporté par Élan Sportif de Porto Novo devant Aspac Homme 113-69 sur son parquet à Charles de Gaulle. Pour les autres matchs, Aspal Homme a dominé Espoir 115-50, alors que les championnes en titre d'énergie ont surclassé Aspal 98-33. Sur le continent, les quarts de finale aller des compétitions interclubs se sont disputés le week-end écoulé. En Ligue africaine des champions, toutes les équipes qui recevaient ont tiré leurs épingles du jeu. Zamalek a battu Espérance Sportive de Tunis 3-1. Al-Ali a dominé Mamelodi Sundowns 2-0. Score identique en faveur de Raja Casablanca devant tout-puissant Mazembe ainsi que pour Wydad Casablanca face à Étoile Sportive de Sahel. En Coupe de la Confédération CAF, le derby ouest-africain entre Enyimba de Nigeria et Oroya de Guinée s'est soldé par un match nul d'1 partout. Renaissance sportive de Berkane a tenu en échec Al-Masri 2 partout. Pyramide FC et Hassania d'Agadir sont allés s'imposer respectivement chez Zanaco 3-0 et El Nasr 5-0. Mettons un thème à ce journal par la page Inter qui nous mène en Guinée-Bissau, au Congo-Brazzaville et en Côte d'Ivoire. En Guinée-Bissau, un mois après le second tour, le torchon brûle toujours entre Umaro Sissoko Embalo et le candidat malheureux. À ce titre, la commission électorale a engagé une procédure de vérification de la consolidation nationale des données issues des commissions régionales du second tour. Resté le même, le résultat a été proclamé dans la matinée de ce mardi, donnant 53,55% des voix à Umaro Sissoko Embalo contre 46,45% à Domingo Simoes Pereira. Tout porte cependant à croire que le parti du candidat malheureux fera bientôt un recours devant la justice. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur le Congo-Brazzaville depuis quelques temps n'épargnent ni les populations ni leurs habitations. En effet, le gouvernement comptabilise pas moins de 213 000 sinistrés des inondations. Après le nord Brazzaville et la Pointe-Noire, les deux principales agglomérations du pays sont touchées à leur tour. Et le plan d'urgence de 30,5 millions de dollars élaboré par les humanitaires n'a reçu jusque-là qu'une contribution de 7 millions de dollars. Sur le terrain, le programme alimentaire mondial apporte une assistance depuis que le gouvernement a décrété l'état de catastrophe naturelle. Les humanitaires, quant à eux, estiment que l'ampleur de la crise et sa durée dans le temps ont été sous-estimées. Et puis enfin, en Côte d'Ivoire, une circulaire émise par le secrétaire général du gouvernement ordonne aux parlementaires et aux ministres d'être présents à Yamoussoukro jeudi prochain pour une réunion en congrès du Parlement à la demande du président de la République.
politique. En effet, Alassane Ouattara doit s'exprimer ce jeudi 5 mars à Yamoussoukro devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Il s'agira d'un discours sur l'état de la nation, mais à moins de 8 mois de l'élection présidentielle, la suspicion règne en maître dans les rangs de la population et des acteurs politiques. Fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Restez toujours connectés sur les www.ezaetélévision.bg. Bonsoir.